Une cage et un homme dedans, Féodor. On peut imaginer la cage poussée par une femme, maigre, hagarde, mécanique, muette, au rythme du discours de l'homme violent ou confidentiel. On peut l'imaginer aussi tirée de chaque côté au moyen d'une corde, par des cantatrices invisibles. Pendant le spectacle, Féodor sort de la cage, y rentre, secoue les barreaux, marche de long en large, dehors à l'intérieur. Les cantatrices chantent d'une voix aiguë. Il paraît que je fus poète. Une sale affaire entre nous. D'ailleurs, voici mes œuvres. Il montre des livres en lambeaux. Regardez comme elles se flétrissent. Écoutez comme elles se taisent. Ce sont de petites vieilles. On ne lit même pas l'avenir entre leurs rides. Tout au plus, un peu de leur passé, canaille, intempestif. J'avais pourtant bien commencé mon éducation ratée. Je me souviens des palpitations antiques. Des femmes court-vêtues s'acheminaient vers moi, venues de la banlieue nord en mal de joie nocturne et moite. Nous goûtions ensemble à nos corps suifés. J'écrivais dans leur chair des livres interdits qu'elles compulsaient rêveusement en guettant leur retour du mari. J'aurais pu être heureux si vous saviez. Tu as tout pour être heureux, me disait ma mère le matin pendant qu'elle tartinait mon pain d'une confiture dorée d'abricot, je crois bien. Mes parents avaient confiance dans mon organisation mentale. Ils s'attendrissaient sur mes bégaiements scolaires, dans lesquels ils voyaient de sincères efforts pour sortir tôt ou tard de la condition prolétarienne. En fait, j'étais un vaillant francophone perdu dans des sabires de haute tenue scientifique et morale. Je vous présente Anaïs, ma petite fille. Il mime une caresse sur la tête d'un enfant. N'est-ce pas qu'elle est jolie? Et si intelligente en plus. À son âge, j'étais parfaitement idiot, même si l'on tient compte de mon attirance d'alors pour la langue. Anaïs, regarde bien. Tu vois au loin cet homme qui tombe? Il ne porte pas de croix, oh non. Il porte un crucifié obèse que des foules sans jugement sacrifièrent à une cause mauvaise. Bientôt l'homme qui tombe et son fardeau disparaîtront à l'horizon. Il y a toujours un lac quelque part pour engloutir les désespérés. Mais qu'est-ce que je dis là? Féodor, tu devrais t'abstenir d'assombrir les enfants. Féodor, fais rire les innocents, invente-leur des destins merveilleux, des avenirs de féerie. Anaïs, je voudrais tant te rendre heureuse. Non en tartinant ton pain d'une confiture dorée, non, tu aurais plutôt besoin de quelques révélations. Hélas, j'ai oublié comment on révèle. Je n'ai plus de mémoire que des malédictions. J'aurais pu être un bon pédagogue, je te le jure. Ne l'ai-je pas été? En des temps reculés, j'apprenais aux novices 100 fois à engrosser les forces obscures. D'ailleurs, moi aussi, je dois bien avoir ici et là des descendants d'un autre âge, des cracheurs de feu et de poèmes de feu. Évite-les cela, s'ils passent sur ton chemin. Il est trop tôt pour qu'ils te brûlent. Attends un peu encore. Quelle passion n'est pressée de te réduire en cendres? Pardonne-moi, je n'ai pas pu t'entourer de beauté et de rêves, te faire sauter 1000 fois sur mes genoux vacants. Pardonne-moi. J'avais tellement à faire avec les grandes personnes si engluantes, et avec l'homme qui en moi reniait sa jeunesse. Ah, le monstre. Depuis des années, tu me demandes de t'écrire un conte, de ceux que l'on lit avant l'ensommeillement et qui enchantent les songes de la nuit, et je n'y arrive pas. J'ai essayé, tu sais, mais ma plume s'égare dans des coalitions adultes blasés et cyniques, des guerres sans honneur, des faits divers grossiers, de soudaines déflagrations, toute la médiocre tonitruance de l'actualité. Ah, ma gentille, ma mignonne, si seulement s'apaisaient mes propres fureurs, les tragiques, les déraisonnables, les consumantes, alors je t'écrirais ce livre jusqu'ici impossible. Patiente, ma chérie, ma petite, demain je m'écroulerai et du fond de mes décombres, une histoire poussera pleine de magiciens et elle sera pour toi. Son visage se décompose, il se précipite dans la cage, les bras chargés de livres, qu'il jette sur le sol. Tout cela t'appartient. C'est mieux que des bracelets, que des colliers. Quand tu seras jeune fille, ces mots se planteront dans tes reins et tu marcheras dans la rue comme une danseuse. Un jour, tu te couvriras de livres. Et d'hommes peut-être. Sache au moins que les livres ont aussi des sexes
et qu'ils ouvrent les cuisses de bourgeoises alanguies quand elles convoquent en gémissant des héros inventés à défaut d'être vrais. Anaïs. Anaïs ? Où es-tu ? Pourquoi t'es-tu enfuie ? Je t'entends pleurer dans la forêt voisine. Ne m'aimerais-tu plus ? J'avais encore tant de choses à te dire, des choses rieuses et fraîches. Je t'achèterai des jouets plus hauts que toi qui se plieront à tes caprices. Il s'écroule, comme dans un râle. Je serai un grand conteur quand je n'aurai plus de force. Il se relève, la tête entre les mains. Où suis-je ? De quoi parlais-je ? J'avais un message à vous transmettre. Un discours sur mon antiquité mentale et viscérale. À force de fouilles, d'exhumations, quelques-uns d'entre vous pourront reconstituer en recollant les morceaux les traces d'une civilisation, d'une culture étrangement épatante, quoique inconfortable. Pour leur conservation, je vous suggère la création de quelques musées. Musée des horreurs, musée des fascinations, musée de l'amour, musée de la haine, musée des passions contradictoires et combustibles, musée des prostrations hagardes et des idées fixes, musée des commotionnantes impassibilités. Mon Dieu, vous qui n'existez pas, existez au moins le temps de le dire, pour que j'en sache plus sur mes ruines que sur mes édifications. Et pourquoi je suis tout en haut d'un échafaudage dressé contre un autre échafaudage, lui-même dressé contre un troisième, etc., etc. Tu dois tout recommencer à zéro, m'assure-t-on, dans les milieux fermés à la notion d'infini. Mais pourquoi recommencerais-je tout à zéro, puisque depuis si longtemps déjà, je ne réussis qu'à m'annuler ? En matière d'annulation de soi, je suis devenu très fort, un champion, vous dis-je. Voilà bien la seule force qui me demeure, la force d'occupation du néant. Oh, ami, j'aimerais tellement renouer avec l'aimable simplicité des gestes et des pensées. Par exemple, il rentre dans la cage, en ressort avec du pain, du poulet, une bouteille de rouge, du fromage, une table de camping, un siège pliant. Il mange, ronge et boit et parle la bouche pleine. Voilà de la simplicité. Que faut-il de plus pour être en accord avec le monde ? Ceci est du Beaujolais, ceci de l'époisse. Il faut mettre l'époisse au rang des seigneurs odorants, à la fois doux et forts, nuancés et entiers, comme votre serviteur. Il s'incline, la sonnerie du téléphone. Allô ? Allô ? Qui ? Tania, chère Tania, oui, je vais bien, mais non, ma chérie, je ne vais pas mal du tout, j'ai retrouvé la simplicité des mœurs. Si j'ai bu ! Mais non, voyons, tu sais parfaitement que je fais semblant de boire. Demain, je ferai semblant de t'aimer. Hélas, je ne ferai pas semblant de mourir. Bon, ne te fâche pas. Je t'ai menti, beaucoup menti, aristocratiquement menti, avec vilainie. Je viens de te mentir encore. Car je bois. Oui, je bois. Écoute le divin glouglou. Il boit à la bouteille. Allô ? Tu pleures ? Mais ne pleure pas, Tania, tes larmes pourraient me dégriser si je les recueillais dans ma bouche comme autrefois. Autrefois, quand nous tirions vertige de nos reins animés, de mouvements baroques et transpercés pour finir par une lance unique, brillante comme la mort. Demain n'est plus permis aux amants d'une fois. Une fois n'est pas coutume. Il repose le combiné. Je ne suis pas normal, Tania. Pas normal. J'aurais pu, je ne sais pas moi, j'aurais pu régner, me promener tel un tsar sur mes terres conquises, aller d'un bout à l'autre de ma santé de fer, rassembler sur mon nom les peuples du désir et de la jouissance. J'aurais, je ne sais pas moi, j'aurais pu faire la fête en toute ville du monde et revenir d'Asie avec dans mes valises un goût d'éternité. J'aurais pu guérir, m'allonger sur un divan, confier à un savant solennel et miter mon poisseux scepticisme envers les orientations majeures de l'humanité. Je lui aurais dit combien mon intempérance naturelle avait du mal à se frayer un chemin à travers l'organisation grossière, mercantile, combinarde de la vie en société. Je lui aurais parlé de tous mes démons, les dispersés, les enchevêtrés, les rauques entassés qui remuent dans les replis du ventre, et même de quelques-uns de mes anges pudiques, ces oiseaux blancs qui ne volent que la nuit de peur qu'on les remarque. Et qui sait si avec un peu de chance et de véhémence, je ne l'aurais pas effaré de mes paradoxes, de mes contradictions et de toutes choses insondables, interdites de science. Effaré ? J'ai dit effaré. Violé, oui.
psychologiquement violé. Et de guérison, point. Ah non, surtout pas par l'analyse. Quoi, donner mon désespoir en pâture à un comptable des tréfonds, un géomètre des abîmes? Vous n'y pensez pas. Il n'y a plus rien à voir, monsieur, ni à comprendre dans ce capharnaüm d'avant les Lumières, dans ce bordel où les obliques forniquent avec les bolides et les déraillements avec les diagonales. Silence. C'est vrai pourtant, j'avais tout pour être heureux, comme disait ma mère en tartinant mon pain d'une confiture dorée. Les harmonies me tendaient leurs bras. Je fus même aimé. Si vous saviez combien de fois la crème des femmes s'étala sur mon enfourné. Enfourné étant le mot qui convient à ce que vous pensez quand vous n'osez le dire. J'aurais pu être heureux. On m'aimait. N'est-ce pas que vous m'aimiez, vous, cohorte en émoi, communiante par les yeux et par les fesses excommuniées à cause de moi, eucharistiquement vôtre? Ah, combien vous étiez empressé de me faire découvrir sous votre âme délicate votre extrême sauvagerie, soudain s'infléchissant en piété de moniale, à poil. En ce temps-là, je perdais beaucoup de ma verticalité grâce à vous. Je me souviens de lascive ribambelle de Belle. Tantôt, elle m'arrachait des accents romantiques et tantôt des manières obscènes. Meyerling d'accord, mais l'animalité en plus. Ah, comme j'étais aimé, en ce temps-là, et comme j'étais doué pour les désordres du cœur, et comme j'aurais été heureux s'il n'y avait eu que le cœur et non ses désordres. Il s'agenouille en tremblant, se cache le visage dans les mains, puis se relève, boit, titube et désigne la cage. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous présente la dernière de mes résidences, l'ultime avatar de tous mes châteaux. Autrefois, j'habitais une tour où j'invitais des princesses dépravées et des seigneurs des beaux-arts, de la déraison considérée comme un des beaux-arts. En fait, j'avais la solitude luxueuse, peuplée des hautes figures d'hérésie dont s'était fascinée mon adolescence livresque. Hélas, la tour s'est écroulée, les passions l'avaient fissurée et j'en avais à peine conscience. Il entre dans la cage et fait l'inventaire. Vous voyez, il y a même un lit. Il y a du vin, des vivres, des souvenirs de la faste époque où avec mon sang j'écrivais que j'aimais la vie. Il jette divers objets sur le sol, des masques, des journaux, des dessous de femmes, des habits de chevalerie, une épée, des instruments de musique, des gants de boxe. Essoufflé, il s'assied sur l'escalier. Il parle d'une voix lente, fatiguée. J'avais 20 ans, peut-être 30. 30 ans avant Jésus-Christ. Et j'envoyais des lettres de 300 pages à Dionysos. Et comme prévu, c'était des bacchantes qui y répondaient, et même des vestales. Il retourne dans la cage dont il secoue les barreaux. Jamais je ne réunirais mes racines mythologiques. Or, mythologiques, elles ne l'étaient pas toutes. Et il y en avait de médiévales aussi, ces vieilles odeurs de soufre qui se combinent si bien avec celles de la myrte et du réséda. Il redescend de la cage et marche de long en large, la tête baissée, les bras écartés. Je n'ai plus de château, plus de tours, plus de ces somptueuses ivresses qui s'épangent du donjon aux oubliettes. Mesdames et messieurs, chers amis, voyez ma maison, voyez ma cellule, et ce n'est pas fini. Cet endroit est bien trop vaste encore. Un jour, je devrais déménager, me trouver un espace plus petit, un supplément d'exiguïté funeste. Car il est juste que ma respiration s'écourte. C'est une fatalité, vous dis-je, et c'est une sanction. N'est-il pas indécent qu'un homme comme moi s'oxygène encore? J'ai volé de l'air à tant d'asthmatiques honorablement connus. Qu'il suffoque et qu'on en finisse, crie la foule déchaînée des asthmatiques à qui j'ai volé de l'air. D'une voix lasse. Oh, ils ont bien raison. J'ai exagéré ma vie. Je n'avais pas assez de mon petit bol d'air. Je voulais que des vents de Samarcande me traversent, me soulèvent, m'initient aux ruées essentielles. Et maintenant, j'étouffe. L'asphyxie m'est promise par d'obscures conjurations de murs, de cloisons qui sont des visages ou des sonorités ou je ne sais quoi d'autre encore. Un gaz innommable, délétère, un principe de raréfaction de la liberté. Il rentre dans la cage, caresse les barreaux, parle d'une voix éraillée, douloureuse. Je ne suis plus celui que vous croyez que je reste. Je suis malade. Les bien portants vous le diront. Malade de quoi, me demanderez-vous?
Excellente question, comme disent les politiciens ravis que l'occasion leur soit ainsi offerte de fournir une réponse plus mensongère que jamais. Ah, si je savais de quoi je suis malade. Je cherche. D'ailleurs, toutes mes études portent sur la nébuleuse morbide. Les bien portants qui se portent à merveille n'y connaissent rien aux maladies des colosses. Quand les colosses se mettent à être malades, méfions-nous. C'est de mauvais augure pour ceux qui ont la santé matérielle, la santé confortable, la santé rationalisée. Nous devrions avoir l'œil fixé sur les pieds d'argile des colosses et sur leur purulence. Cette gangrène est visionnaire. Sachez-le, j'avais tout pour être heureux. Je ne manquais pas de santé, j'en avais trop. J'en avais tellement que j'aurais pu être heureux, caresser des rêves de longévité ingambe et jacteuse, exemplaire, sans bave ni dentier. Et je ne l'aménageais point, ma santé, croyez-moi. Je lui en faisais voir de toutes les couleurs, dont celle des cortèges funèbres en hiver pendant la guerre. Ma santé, ma belle santé, merci, chers parents et tout ancêtre gladiateur. Ma belle santé, disais-je. Il se courbe, prend une canne, tourne son visage grimaçant vers le public. Ma belle santé, je la tordais d'excès en tous sens, d'abus que condamnait ma faculté et la morale, pour la circonstance à coquiner. Il arpente la scène, toujours courbé. Ça aurait pu être une entreprise de démolition du patrimoine charnel autant qu'intellectuel, et ce fut un chantier actif où les bourrasques, les tremblements de terre devenaient eux-mêmes architectes et maçons, charpentiers d'une cathédrale de débordement. Puis, je ne sais comment c'est arrivé, j'en ai eu assez. J'ai pris ma santé en grippe. Trop c'est trop, me disais-je, en parcourant le chantier. Puissance mentale, puissance physique, je vous soupçonnais de résister à des beautés que je n'avais pas encore vécues. Comme la beauté de la chute, comme la beauté des traces mortelles que laissent derrière elles les forces qui vous abandonnent. Je vous accusais d'employer des trucs, des astuces, des subterfuges pour me conserver en l'état. Je ne souffrais plus d'être bâti contre les dévastations. Je me remplissais d'explosifs, provoquant en moi des ébranlements, des chocs qui auraient enfin raison de ma raison. Et je guettais mes éboulis, mes décombres d'un instant avec quelque malsaine curiosité. Hélas, le résultat, c'était toujours un chant, un poème qui montait du cratère avec la poussière du cratère, avec la fumée du cratère. Certes, c'était un chant qui ne chantait plus que les amours mortes ou meurtries, que de dégoût orienté vers le bas, quand je penchais mes musiques vers l'horripilant glouglou des caniveaux. À quoi ressemble un homme qui finit par s'irriter de ses énergies, par les maudire? L'ingrat. Il leur doit tout et voilà qu'elle l'ennuie, même qu'elle le scandalise. C'est qu'il est malade, malade d'elle. Énergie d'amour, énergie créatrice et locomotrice, tabagique et alcoolique énergie. Poison violent ou insidieux, quand donc me lâcherez-vous, quand me laisserez-vous m'affaler et hébéter parmi les symptômes de mon incurable mal de vivre? Je ne sais pourquoi vous persévérez, je n'ai plus rien à faire de mémorable avec vous. Des passions, j'ai connu l'enfer, j'ai connu l'ivresse. Assez, assez. Ô coûteux privilège, faites qu'en moi votre battement enfin diminue puis cesse. Heureusement, je suis malade d'une façon qui ne regarde pas le monde de la guérison. Je ne suis plus libre. Le renfermement me tient dans ses fers. Me voici l'esclave d'une démarche sans but, encore palpitant, mais déjà condamné. Tout ce que j'écris relève désormais de la pathologie, des emmurés, du verbe. Le téléphone sonne. Ah oui, Tania. Je suis avec des amis, enfin ce qu'il en reste. Parfois on dirait des geôliers, de magnifiques matons, ils m'incitent à des surcroîts de détention. Ils croient que ma cage est celui magique où je fabrique des orages à seule fin de faire parler l'éclair. Ils me créditent de je ne sais quelle vertu jupitérienne, quelle aptitude à élever le tonnerre et la foudre au rang des valeurs. De libération. S'ils savaient que je n'ai plus que quelques lueurs mauvaises à tirer de mes obscurités. Tania, je suis avec des amis. Nous étions en train de parler de jardin à la chinoise, là où la délicatesse de la flore dissimule le raffinement des supplices. J'en ai vu à Pékin, au temps où il fallait à une civilisation beaucoup de cruauté pour parvenir à beaucoup de splendeur. C'est bien ça. Oui. Tania, ne raccroche pas. Je veux d'abord savoir comment tu es habillée. Tu es nue, en perfection.
Quoi, je t'appartiens? Mais je ne fais que ça, appartenir. Appartenir, chaque jour, chaque nuit, je fais face à des problèmes d'appartenance. N'oublie pas, j'ai donné ma vie à des patries hier excitantes, aujourd'hui lugubres. Patrie la femme, patrie l'art, patrie la blessure originelle, patrie la minuscule immortalité de 2 mots, en plein milieu d'un livre. Patrie encore ma sacralisation soudaine et inattendue d'une tranche de viande dans mon assiette ou des débris d'un violon fracassé contre la falaise par un déçu de Ludwig van Beethoven. Ma Tania, mon amour de Krasnoïarsk et de Saint-Pétersbourg, je vais te quitter. Ne pleure pas, j'ai cessé d'être vivable, il n'y a plus de place pour moi dans ma cage et ma tête est si saturée de Dieu assassiné. Mais dansons une dernière fois, puisque tu es nu et que sur ta peau j'ai gravé tant de fois le signe d'adoration. Il mime une danse avec Tania, il parle d'une façon hachée, à voix basse. Ton déhanchement n'a pas changé. C'est toujours la même grâce enveloppante et concentrique. Tu as le talent d'ondoyer, mais tu as le génie d'encercler. Au début, tu ressembles à une corde qui se balance indolemment au gré de la brise. À la fin, tu es le lien que je ne puis défaire. Le visage crispé. Je le sens bien, cette danse est maléfique. Tu voudrais m'envoûter, hein, t'enrouler longuement autour de ma vie, et pour conclure, m'étrangler ou me pendre à cette corde qui se balançait indolemment au gré de la brise dans les Caraïbes. J'avais oublié les Caraïbes, important les Caraïbes. Ton ventre est Caraïbe, mais ta tête est russe. Ton ventre veut mon plaisir, mais ta tête veut ma douleur. Nous n'en sortirons jamais. Tu as la science de la volupté, tu as l'intuition du malheur. Comme moi. Nous sommes devenus affreusement identiques. À tes côtés, j'ai l'impression de recevoir la réplique de ce que tu m'as déjà donné, de te donner la réplique de ce que tu as déjà reçu. Nos passions sont usées. Jouir, mourir étaient nos 2 extrêmes. Ils ont vieilli. Ce ne sont plus que des rêves éraillés, des nostalgies qui ont le hoquet. Je te quitte, Tania, je te quitte parce que tu ne peux plus que me tuer sans hâte avec de lents gestes toxiques et je manque de la sainte violence qui te poignarderait. Nous vivions l'amour fou, puis nous l'avons trahi. T'en souviens-t-il du jour où je t'offris ma vie? Je t'avais mis une arme dans les mains et je te pressais de tirer, rien ne me semblant plus beau alors que de mourir ainsi de peur d'avoir à vivre autrement. Et maintenant? Écoute-moi. Laisse-moi te retirer le pouvoir de me détruire à petit feu. Comme c'est moche le petit feu pour ceux qui ont connu le grand. Que dis-tu? Que je n'ai plus ma raison? Ah, si c'était vrai. Certes, j'ai abjuré depuis longtemps la nationalité cartésienne et sa roide religion. Ce n'était pas assez, sans doute, que de l'abjurer. J'avais une telle santé mentale. Je vais te confier un secret. Chaque jour, je me prosterne aux pieds d'une divinité nocturne, répondant au nom de démence. Je la supplie de m'emmener avec elle dans la suprême solitude et infertilité de l'esprit. Elle ne répond pas. Elle me regarde fixement sans me voir de son œil torve. Puis elle repart, en riant, en rejetant dans ma tête comme un vomi mon increvable lucidité. Timide, je le lui avais tendu, méprisante. Elle me la rend. Entre toi et moi, la folie n'est plus possible, Tania. Il me faut la chercher ailleurs. Là-bas, ici. Un mal me ronge que je ne puis nommer, ni expliquer. Une détestation anonyme, personnelle et universelle. Un mal qui sait, lui, pourquoi c'est comme ça, et qui l'écrit sans répit dans l'ombre. Mais c'est dans une langue étrange. Si tu savais, une langue que j'aimerais pouvoir apprendre, une langue d'avant le sanskrit et les hiéroglyphes, et dont j'essaie en vain de saisir la syntaxe, le graphisme. Tania, va-t'en, tu n'y es pour rien, enfin si peu. Écarte-toi de celui qui ne sait plus faire rire, sauf à ses dépens. Je suis rongé par un mal que je ne puis nommer, ni expliquer. Mon mal est un écrivain, un scribe du fond des âges, du fond des steppes. Non pas un écrivain, le masculin n'est pas de mise, la mégère verbale triomphe. Mon mal est une écriture. Une fermentation de toutes les écritures restées à ce jour ensevelies, une écriture vulvaire, s'ouvrant à des mots obsédés, fiévreux, qui véhiculent du gland une espèce d'intention de nuire. Va-t'en, Tania, va-t'en. J'ai des problèmes à régler avec l'intime inassouvissement de la chose écrite.
à écrire. Il se fâche, frappe du pied le sol. Laisse-moi seul avec elle, ma compagne d'insomnie, avenante aux aurores, repoussante le soir, stridente, murmurante, chant vénéneux, orgue assourdissant. Il s'assied, fume un cigare, boit, il époussette les objets dispersés à terre, fait de petits gestes sans importance visibles. Il remonte dans la cage, où il fait tourner un disque qu'il arrête presque aussitôt. Il passe la tête à travers les barreaux. Même la musique a des allures d'ordonnatrice de pompe funèbre. Je vais vous raconter comment elle procède. D'abord, elle se montre consolante, généreuse pour les souffrances de l'âme. Elle fait passer sur les convulsions de l'esprit un souffle apaisant. On dirait une confidence des dieux. Puis elle se transforme en cortège solennel. Elle me suit, me précède, m'entoure de toutes les beautés de la désolation des cœurs. Elle rythme ma marche vers la dernière des sonorités possibles, le bruit mat d'un corps qui dit non à la terre qui l'a emporté. Enivrante au départ, elle s'alourdit de glas au fur et à mesure qu'elle progresse. Chère musique, comme je suis injuste avec toi, un jour, il y a bien longtemps, je t'ai convié à la grande fête du Verbe. Tu es venu pour n'en plus jamais repartir. C'était le bon temps. Grâce à toi, j'ai fait sonner les instruments les plus rares à l'intérieur du silence le plus lourd. Je pouvais tout jouer. Je pouvais faire d'une cochonnerie vécue une sonate écrite. Sans tes violons, tes harpes, voire tes percussions, comment aurais-je pu célébrer la femme, parcourir ses entrailles de cantiques tremblants et neufs? Et maintenant, musique, te voici à ton tour dangereuse et fatale. C'est comme si tu avais partie liée avec le mauvais goût de sombrer, avec les discordances qui détruisent. Ô musique, pourquoi m'as-tu abandonné dans la forêt des mugissements et des fracas? Il y a de toi dans mon renfermement. Tu me maintiens la tête sous tes mélodies, jusqu'à ce que j'en étouffe. Et ensuite, tu me renvoies au borborigme de la première génération des borborigmes. Ces infâmes gargouilles qui annonçaient déjà à l'homme il y a 200 000 ans que sa nausée serait invincible. Ah oui, notre haut-le-cœur est grand, quoi que nous fassions. Et quelque émotion que nous inspirent les paysages si peu controversés de la France profonde et de l'étranger, y compris les îles Borromée et le Burkina, où nous ne l'âmes point, mais où, paraît-il, il fait bon crever entre Ouagadougou pour la joliesse du mot et la fille du baucher de Tenkodogo pour la rotondité des fesses. Il sort de la cage. Tout ça, c'est des bêtises. J'ai gagné de haute lutte le droit d'être bête. Évidemment, je ne suis pas doué pour toutes les bêtises. Il en est qui me conviennent, d'autres moins, certaines pas du tout. Je sélectionne. En fait, je ne retiens que les bêtises qui échappent de peu, comme par mégarde, à l'intelligence. Ce sont les plus belles. Par exemple, avant ma chute, je suis allé chez mon médecin pour une grippe. Pendant qu'il diagnostiquait, je lui tins ces propos. « Docteur, avez-vous déjà entendu parler de tumeur verbale ?» Il me regarda d'un air soupçonneux. Je poursuivis. Depuis quelque temps, je ressens de curieux malaises, accompagnés de fortes montées de la température, de tremblements de tout le corps et d'une consommation anormale de maux sanctionnés par la nausée. J'ai l'impression que ces maux sont infectés. Monsieur le docteur a haussé les épaules et nul doute que s'il avait été bien éduqué, il aurait pointé un doigt sur sa tempe. Il s'est contenté de grommeler. Selon lui, je disais des bêtises. En général, les médecins, les généralistes et les autres n'apprécient guère que l'on découvre à leur place des affections dont ils ignorent tout. Bref, cet incompétent a prescrit quelques vagues potions contre la toux. Je n'avais pas tellement pitié de lui. En avril, j'avais eu une brève liaison avec sa femme qui me confia entre deux ébats qu'il ne lisait jamais, ayant les livres en horreur depuis qu'il l'avait surprise en train de dévorer une œuvre subversive. Il en résulta une scène de ménage au cours de laquelle, malencontreusement, elle l'avait blessé à l'œil d'un coup de livre, ce même livre qu'il s'efforçait de lui arracher des mains. La bibliophobie de son mari éveilla chez cette adoratrice du Verbe et de la Verge un dégoût considérable qui mit d'abord fin à leur relation charnelle, puis nourrit en elle des idées de meurtre. Je dus la retenir, mollement, il est vrai, pour qu'elle ne commît point l'irréparable, et qui sait si en l'occurrence l'irréparable n'était pas la décapitation purement et simplement. La séparation de la tête d'avec le corps était une de ses idées fixes. Elle s'appelait Judith, mais lui n'était pas Holoferne. Il y a quelques années, je l'aurais suivi dans ses pires pensées diaboliquement excitées par nos étreintes.
mais je ne l'aimais pas d'un amour assez exceptionnel pour que je partageasse avec elle autre chose que des jouissances sans avenir. Cette femme vouait à l'écriture une passion quasi inhumaine. Comment lui donner tort? C'était une mystique du langage. Et il en faut penser donc à cette époque d'attiédissement du dire. Je le proclame, son incandescence de lectrice se retrouvait à point nommé dans les brûlantes dispositions de son sexe. C'était une fournaise ambivalente. Il va et vient de la cage à la scène. Ses gestes sont véhéments, il installe une machine à écrire et dactylographie tout en se servant à boire. Il est fiévreux. Je crois connaître un tantinet le sujet. N'ai-je pas moi-même élevé des temples, des pyramides, des ziggourats à la gloire des mots? Quand j'étais jeune, je prenais feu pour le corps verbal, désirable, celui que si souvent je voyais descendre, somptueux de la montagne sonore. Je jurais amour à des voix suaves ou tragiques, s'échappant de bibliothèques triturées. Je donnais visage à des pages où j'avais laissé les traces d'une interprétation ardente, érotique ou sentimentale de textes d'autrefois. Certaines de ces pages n'étaient que des fiancés dont j'attendais des promesses supérieures. Avec d'autres, c'était les noces, tout de suite, une fusion que complétaient admirablement les mêlées fornicatoires dans les chambres d'hôtel. Ah, si je m'en étais tenu devant la littérature à une exaltation ordinaire, mais je ne pouvais qu'en faire une croyance sans nuance, un appel de tous les instants à me sacrifier à la puissance écrasante. J'inventais un Zeus d'encre et de sang. Mais nous ne savons que trop où conduisent les dévotions rageuses. Elles conduisent à un monstre, un démon, à une espèce de géant houleux, dont le cadet des soucis est d'établir des distinctions utiles entre le bien et le mal, et d'ouvrir dans le cœur de l'homme des trajectoires vers la sagesse. Regardez-moi bien, il n'y a plus de Zeus, de démons, de monstres, de géants, il n'y a plus qu'un homme détraqué, malade d'avoir cru en un maître qu'il s'était inventé. Que reste-t-il de l'ancien possédé saisi par de fertiles intempérances et distorsions du sens commun? Qu'en reste-t-il sinon un pauvre maniaque, en proie à des semblants d'ivresse, tâtonnant dans un vocabulaire sans alcool, et en quête de sensations perdues, qui ne reviendront plus? Ah, décidément, qu'est-ce donc que ce mal qui en moi détruit jusqu'au simple plaisir de tirer encore de mes années délire d'exquises vibrations? Il s'allonge sur le sol, les bras tendus. Quand je me partageais entre l'embrasement par la femme et les feux d'écriture, il se relève d'un bond, pointe un doigt vers le public. Néanmoins, j'invite les populations oisives à me croire. Il y a dans les profondeurs souterraines du langage, dans ce gisement des gisements, je vous l'ai dit, il y a de quoi dilater les destinées les plus confites. Tout pour perturber en beauté le cours insipide de la condition humaine, pour éprouver dans la chair et dans l'esprit d'extraordinaires justifications de vivre, ou de cesser de vivre. C'en est si intense parfois que la croyance en l'existence d'un au-delà en devient superflue. Cela peut ressembler à une pulsion meurtrière, à peine résistible, ou à un orgasme au voisinage de la mort. Vous qui vous cherchez de dernières et rares et périlleuses aventures, sachez qu'elles sont inscrites dans les remuantes obscurités du langage, et jusque dans l'abîme, où des mots enchaînés au silence attendent la délivrance. Vous serez saint ou assassin selon la manière qui sera la vôtre de pousser à bout la formulation de vos excès. Quoi ? C'est moi qui vous parle ainsi. Allons donc, vous voyez bien que je suis la victime de ce que je dis, que je n'en suis plus que l'ombre, le résidu. Ce n'est pas ma voix que vous entendez. Les mots me sortent de la gorge sans y avoir été convié. Les mots sont émis par un autre, ils ne sont plus de mon actualité. Je suis le porte-parole involontaire et malade d'un verbe devenu totalitaire contre moi et intarissable sans moi. Ne m'écoutez plus. Vous avez raison. Je ne suis pas exemplaire, contentez-vous d'entourer la littérature d'un doux amour et de charmantes attentions. Ne vous en faites pas une image vertigineuse, il vous en coûterait le bonheur auquel vous aspirez par-dessus tout. Ayez pitié de l'homme qui tombe à cause d'elle. Non, n'ayez pas pitié, la compassion n'est pas de mise. Comme j'aurais pu être heureux avec les abolis bibelots d'inanité sonore. Et comme j'aurais pu l'être aussi si j'avais fait mon métier de la caramélisation des substantifs et des adjectifs à l'instant où, sous l'effet d'une diabolique conjugaison, ils se changent en aphorismes d'acier entre le marteau et l'enclume.
Mais je ne voulais pas être heureux. Je voulais seulement des sensations fortes, des ivresses répétées, abreuvées par les muses, des instants de fulgurance entre la femme et la page, des assouvissements d'insatiables de l'une à l'autre. Pardonnez-moi de ne plus savoir ce que je dis. Certes, c'est chose courante chez les hommes de ne plus savoir ce qu'ils disent, même chez les hommes de raison. Eux les premiers d'ailleurs. Leur raison n'a plus rien à dire, rien à inventer. Alors ils parlent sans le savoir, de l'impuissance de la raison. Dans les salons, on babille à perdre haleine. On crée de toutes pièces des babiles destinés à nous faire croire que la raison a encore quelque chose à dire, à inventer. Ils rentrent dans la cage, secouent les barreaux, profèrent un discours inintelligible, mais en alexandrin. Equitabousico, je m'en branle la foutrouille, gente dame, enfle-moi de tes bartabiscouilles, aguemenui, c'est non. Dis-moi, muerta del sol, ya, mes angéliques, un rut dans l'entresol. Ah ah, les alexandrins, mes petits chéris. Il y a quelques années, je vous empilais les uns sur les autres, je caressais vos rimes, je léchais vos 12 pieds, je faisais grimper vos dodécasyllabes sur mes genoux, et je regardais avec ravissement se reposer en vous mes cadences de horde. Je vous dois 3 journées de bonheur. Soit c'est peu, mais la versification était rare entre les cuisses des bien-aimés. Il tire une lettre de sa poche, la lit. Cher Féodore, je suis chagrine d'être sans nouvelles de toi. Ton silence remonte à cette nuit où tu faillis mourir dans un feu que tu avais toi-même allumé. Des crapules dansaient autour du bûcher où ils espéraient ta présence. Tu ne l'as jamais su, maintenant je te le dis. Les pompiers eux-mêmes te voyaient en calciné. Ils affirmaient à la cantonade hilare qu'il n'y avait plus rien à faire. Pendant ce temps, dans la porcherie devenue plus amicale que la maison des hommes, j'essayais en vain de soigner tes brûlures. Mes mains, mes baisers étaient trop chauds pour qu'elles puissent soulager ta douleur, et les glaçons se trouvaient à 10 kilomètres de là. Tu te taisais, depuis tu n'as plus cessé de te taire. Chaque jour j'attends ta lettre, ne serait-ce qu'un mot, qu'un demi-mot avec des points de suspension. Et moi je t'écris sans cesse, je n'en finis plus de t'écrire, de te supplier de m'écrire. Tu sais pourtant combien la lettre compte dans mon existence. La lettre, plus encore que le livre. Et il n'est de lettres que de toi. Tes lettres habillent mon corps, elles le déshabillent, elles le caressent, le pelottent, elles le mettent dans tous ses états. Tu es la cause de mon tourment d'aujourd'hui, hier indicible euphorie. Tu m'as fait entrer dans ce qu'il faut bien appeler la folie épistolaire. Je tremble, je gémis dès l'instant que j'ouvre l'enveloppe tant attendue. À la lecture, je pleure, je ris, je laisse monter en moi l'extase sans égale. Ce que mon infirmité me refuse, l'amour, je le retrouve dans la façon qu'ont tes mots de parcourir ma peau, de descendre dans mes sens. Je fais l'amour avec des sons qui ont un sexe, une bouche, une langue et prononcent des serments. Tout ce qu'il faut pour que l'étreinte soit complète et le plaisir anéantissant. Pourquoi ne m'écris-tu plus ? Pourquoi livres-tu ma chair déjà si meurtrie et mon âme déjà si solitaire à ce supplément de torture ? Je ne t'ai pourtant rien fait de mal. Je me suis simplement uni à toi par l'intime volupté de la lettre. La lettre ne serait-elle nuptiale que pour moi ? Sans cette relation sacrée que nous avons supportée tous deux à son point de fusion, que vais-je devenir, sinon une femme perdue, ressassant sa disgrâce, pressée de n'être plus, n'ayant d'autre statut que celui de mourir, et sans consolation ? Tes lettres avaient su inverser ma paralysie en légèreté. Là où le traitement et la rééducation se montraient impuissantes, elles réalisaient l'impossible exploit, me faire danser intérieurement, inventer pour mon corps perclus des rythmes libérateurs. J'avais l'impression de marcher, de courir ailleurs que sur cette terre, de voler aussi. Il me suffisait d'une phrase, de 2 mots dans cette phrase, pour me sentir soulevé, emporté loin d'ici près de toi. J'étais un volatile de plus et une infirme en moins. Et je jouais à être cet oiseau blessé que tu recueillais sur le bord de la fenêtre. Si tu n'écris plus, où trouverais-je désormais le goût et les moyens de respirer ? Le pouvoir d'aimer la vie, je le détenais de ces feuillets que tu m'envoyais, dont je m'assouvissais et que je glissais sous l'oreiller le soir, sachant que mon sommeil en ferait de beaux rêves, hachés d'insomnie aussi belle. N'abolis pas la lettre, je t'en conjure. N'ajoute pas à la désaction mon immobilité.
ne tue pas en moi cette forme de passion dont nul ne m'enlèvera de l'idée qu'elle vaut toutes les passions du monde. Jusqu'ici, je n'avais rien à envier aux amants valides. Pourquoi t'en prendre à cette plénitude-là ? Dis-moi, répète-moi que nos lettres ont un sens et que pour l'avoir oublié, il serait horrible que l'un de nous détruise l'autre. Ce serait arracher l'amour à l'amour et la vie à la vie. Il froisse la lettre, la jette sur le sol. Pauvre Olga, encore un drame verbal. À la rubrique des malheurs, combien de journaux négligent de signaler que les mots tuent chaque jour plus que les catastrophes naturelles, plus que les accidents sur la route. Moi aussi, j'ai vécu par et pour la lettre. Ah, la lettre. Je croyais écrire des livres et j'écrivais à l'écriture. Je lui racontais que je l'aimais. Lui demandais d'accepter l'hommage de mes frénésies. Je lui déclarais ma flamme, autre façon de déposer à ses pieds des trésors exhumés des entrailles de l'humanité parlante. Je jurais de dire en son nom la vérité, toute la vérité, sur ma nature inadmissible et justifiée. Je voulais qu'elle fût belle de toutes les musiques que je réussissais à extorquer aux concrétions muettes. C'était une immensité. J'écrivais à une immensité une longue lettre commencée 30 ans plus tôt. Et maintenant, c'est fini. À quoi bon t'écrire, Olga ? À quoi bon écrire à l'écriture, puisque je suis malade d'écrire ? Et à qui la maladie peut-elle écrire, sinon à l'homme malade d'écrire ? Il éteint la lumière dans la cage, tandis que retentissent de grandes orgues, puis des voix aiguës de cantatrices. Il réapparaît métamorphosé, affublé d'une perruque blanche. Il est habillé de vieux vêtements élimés. Il ressemble à un clochard tirant sur le clown. Il tient une canne à la main, qu'il brandit. Il a le regard halluciné. 30 ans plus tard, il était une fois un vieux savant cinglé. Il avait fabriqué un engin dont il avait fini par perdre le contrôle. L'engin n'avait cessé de rouler en zigzag dans sa misérable cervelle d'obsédé et avait pulvérisé sur son passage bien des espérances. Il avait essayé en vain de le rattraper afin d'en neutraliser les funestes pouvoirs, toujours grandissants. Cet engin, c'était le Verbe. Il paraît que j'aurais fait quelque chose de ma vie. Mais est-ce bien sûr ? On murmure que j'aurais même secouru une dizaine d'âmes menacées de désolation. Selon la rumeur, quelques individus qui en avaient terriblement besoin me devraient certaines joies d'ordre spirituel et sensoriel. Et si tout cela n'était que des on-dit, monsieur le juge, vous qui savez tout sur l'échelle de culpabilité des vivants, reconnaissez que je n'ai pas démérité. Il y a plus nuisible que moi. Certes, je n'ai pas été un bon philanthrope, je ne suis pas penché comme il l'eût fallu sur le problème des misères humaines, et puis, inexpiable forfait, j'ai remis en question les vertus de la raison raisonnante. Je sais, monsieur le juge, que ce n'est pas assez que d'avoir donné vie à quelques beautés de la famille, des fractures de la pensée, des secousses psychotelluriques. J'ai commis le péché, que dis-je, le crime, d'avoir jeté sur la société un regard noir, qui n'était pas celui de l'amour abstrait, cher aux théoriciens des avenirs radieux. Mais tout cela, c'est la faute à la littérature, monsieur le juge. Chaque fois que mes élans me portaient à adopter une attitude répondant plus ou moins aux 10 commandements ou à la morale générale et laïque, ils étaient rabattus sur la page par l'écriture implacable et despotique. C'était comme une poigne d'acier coutumière des torsions de ce genre, quelque chose qui me maintenait la tête dans et sous les mots quand j'avais le malheur de vouloir vivre en conformité avec les valeurs dominantes. J'obéissais, monsieur le juge, à une hérésie obscure, à un dérèglement des activités créatrices qui ne laissait guère grande place aux philosophes optimistes. J'étais en proie à des savoirs sulfureux, à de féroces lucidités actionnées par les tripes, cette espèce de sagacité des tripes qui complète parfois si bien les intuitions de l'intelligence. Mais je les faisais chanter, monsieur le juge. Je les faisais chanter au nom de la plus captivante des éthiques, faire de la musique en toute chose. Même l'amour des femmes, monsieur le juge, ne pouvait vraiment me distraire de l'enfer de la connaissance, car il y avait en elles des secrets qui faisaient trembler mon mental et le fissuraient. Avec elles, monsieur le juge, je perdais ce qui me restait d'illusion sur ma vocation à la sagesse. Ah, monsieur le juge, vous êtes bien sévère avec moi, j'ai pourtant bien payé. Regardez cette cage, elle ne me quitte plus, je ne serai plus jamais libre. Regardez donc le suspect que vous avez fait de moi. C'est un vieillard prématuré, usé, rapiécé de toutes parts, un épouvantail. J'ai perdu toute séduction. Ah, la séduction, quel métier ingrat, n'est-ce pas ?
On séduit des mots dans les bas-fonds des mots. On pourrait les croire indignes d'exprimer une vérité inouïe, une révélation de premier ordre. Ils sont difformes et ils puent. Détrompez-vous, monsieur le juge. Une fois séduits, on les voit surgir, magiques, régénérés, parfumés, prompts à nous enrichir d'un moment grisant de la pensée. Et de séduction en séduction, on écrit un livre, 2, 10, puis on ne compte plus. On séduit ses propres ténèbres, monsieur le juge. On les amène à être éclairantes, indispensables à l'idée que nous nous faisons de la culture. Et les femmes, monsieur le juge, les femmes, on les imagine inaccessibles ou étrangères à notre univers de mort, de violence, de désespoir. Et on les attire, on ne sait pourquoi, on ne sait comment. Je vous le jure, monsieur le juge, on n'a rien fait pour leur plaire. Et elles arrivent à pas feutrer, avides de mêler leur sang au nôtre, de partager nos frissons, nos titubations dans la nuit, nos inquiétantes accalmies après la tempête. Je fus si doux, si vous saviez combien, je fus si délicat entre les déchaînements. À bas la séduction, monsieur le juge. Rassurez-vous, je ne vous séduirai pas, moi. Vous êtes tellement hideux et médiocre, et stipendié, et si peu au fait du fonctionnement des arrière-mondes, fussent-ils poétiques. Vous vous apprêtez à condamner un condamné. Quelle triste prouesse, hein, monsieur le juge. Et vous appelez ça l'équité. Allons donc, vous avez bien raison d'avoir de la raison et de vous en servir contre moi. Je consens à toutes les formes de punition qui vous passent par la tête. Avez-vous une tête ? Ah oui, c'est une conque, où prospéra jadis dans votre flasque enfance un mollusque. Quand il s'agit de châtier, vous ne manquez pas d'inspiration. Votre inspiration est logique, mathématique et bienséante. Vous auriez pu faire un honorable ingénieur des cons et chaussées. Monsieur le juge, mon juge, emmenez-moi dans les îles carcérales, entourées d'une mer d'indifférence et où des cerbères en costume de baigneurs verrouillent à l'infini les portes du désir. Mais cela ne changera rien. Je n'ai plus que la liberté d'entrer dans la mort. Quoi, vous riez ? Ah, vous n'êtes pourtant pas de taille à apprécier l'humour des psychologues écroués dans leur psychologie. Je résume, monsieur le juge. Au nom de la loi, dont le texte figure dans les ouvrages que vous m'accusez d'avoir écrits, et au nom de ceux qui lurent ces mêmes ouvrages avec le sentiment tout aérien d'être au-dessus de vos lois, je vous arrête. J'arrête votre discours sur les dangers que présente pour les innocents ma santé mentale. Oh, ne prenez surtout pas mes paroles pour un dernier accès de révolte. Non, ce n'était qu'une parodie de l'ancienne subversion. Hélas, l'existence a cessé de m'intéresser et je n'ai plus le cœur à tuer en vous cette quotidienne addition des petitesses qui vous tient lieu de respectabilité. Je n'ai plus que le cœur à simuler votre arrestation. Voilà à quoi j'en suis réduit. À croire que vous ne serez jamais arrêté et que je resterai bien seul à croupir dans la prison des mots. J'aurais tellement aimé vous avoir pour codétenu, je vous aurais fait des tours, des pitreries, mais surtout je vous aurais appris à lire, à racler le fond de chaque mot qui compte, comme je l'ai toujours fait, afin que rien ne soit perdu de sa chair, infrivole et cruciale. Je me serais vengé sur vous, d'être un esclave de l'écriture, elle qui en d'autres temps me fut salvatrice. On serait devenus amis, qui sait. J'aurais été votre Pygmalion, je me serais amusé à réveiller en vous des figures endormies, d'entre génie et abjection, ou à les ressusciter en cas de décès. Vous ne connaîtrez pas la joie d'être mon codétenu, comme je vous plains de ne pas assister au faste de ma décomposition. Heureusement, mes travaux, mes recherches sur le sens de la vie se terminent. J'ai fait des découvertes assez extraordinaires, au fond. Évidemment, cela n'apparaît pas. Qui pourrait songer un seul instant, me voyant de jour en jour, baver, éructer, picoler, sombrer, que je suis un chercheur ? C'est pas sérieux. Je suis sûr que vous espériez que je me traînerais sur le sol en quémandant l'aumône d'une quelconque compassion. Mais les arts et les lettres ne dépeignent déjà que trop la grisaille des abusés et des hypocondriaques. La grisaille se vend cher et se lit beaucoup à notre époque. La grisaille, la tristesse me font horreur, bien plus que la mort. Je n'ai rien contre la mort, sauf quand elle me rend grisâtre et triste, privé de ces ruisselets de sang qui colorent si souvent à point nommé la monotonie de la pensée. Et puis, n'oublions pas que nous sommes au théâtre. C'est difficile, le théâtre, pour moi, comme c'est difficile pour d'autres, c'est un jeu, mais pour moi, je transpire des praticables. Par le théâtre, voici que l'occasion m'est offerte de vous montrer combien le corps et l'esprit se disputent le pouvoir. Quel pouvoir ? Nom de Dieu.
Le pouvoir pour l'un de faire périr l'autre, pardi. Naguère, les bougres, ils s'entendaient à merveille pour jouir et pour désespérer, à l'unisson. Et maintenant, c'est à qui arrivera le premier dans la mort. Et je vous le dis, il n'y a qu'au théâtre que l'on peut voir de tels combats. Dans la vie extra-théâtrale et quotidienne, l'écriture attrape le corps, l'immobilise, ce dont elle profite pour se déchaîner autour de lui. Il y a de la sorcellerie dans cette ronde effrénée. L'écriture coince le corps entre la chaise et le lit. Elle le cloue sur place afin qu'il ne puisse plus se défendre contre la maladie d'écrire, contre le rythme fou de la maladie d'écrire. Tout cela se passe dans l'ombre, à l'abri des regards indiscrets et des oreilles tendues. Il dactylographie violemment. Au théâtre, mesdames et messieurs, ce n'est pas pareil, c'est comme la boxe. L'esprit cogne, c'est lui le plus fort, même malade. Mais le corps encaisse, parfois se rebiffe, le corps malade de l'esprit malade. Regardez, regardez. C'est comme s'il ne comprenait pas, l'idiot, qu'on veuille qu'on puisse le terrasser, le réduire en loques. Il fait tant d'efforts pour rester digne. Quoi, tu ne vas pas me faire ça, qu'il crie à l'esprit. Pas toi, le cancer, d'accord. Mais toi, nous étions si complices dans les années coïtes, dans les années beuveries. Décidément, la boxe des malades est impitoyable. Devant les spectateurs, le corps s'en voudrait de déchoir, de ramper sur le sol en demandant grâce. Le chaos n'est pas de mise en public. C'est bon pour la solitude, ça. C'est bon quand l'écriture et la femme, pour la circonstance coalisée, vous renvoient assommés à la préhistoire de la prostration. Alors il rend les coups timidement le corps. Il fait tout ce qu'il faut pour feindre de rendre les coups. Féodor simule les gestes du boxeur. Et un direct par-ci, un crochet par-là, et parfois un uppercut. Et l'esprit rit. Ne nous y trompons pas, amis. C'est leur dernier match à ces deux-là, à ces deux poids lourds, abîmés par les nions, hier champions, aujourd'hui vétérans. Merci théâtre de nous rendre présentes les bagarres invisibles. Le héros de la pièce, c'est bien le mot, n'est-ce pas? La convulsion finale du mot, tel un roi déchu, une idole jetée bas, une fraction tétanisée de la caricature de Dieu. C'est bien lui, le démesuré qui naquit shakespearien et finit chez Guignol. Il reprend son souffle, s'éponge le front. Monsieur le juge, j'ai pourtant une bonne nouvelle à vous annoncer. Ma maladie est encore lyrique. Plus pour longtemps, certes, je vais bientôt manquer de souffle. Ce soir, demain peut-être. Ce soir, demain peut-être, mes travaux, mes recherches sur le sens de la vie n'auront plus de sens, ou alors ce sera une petite merde de sens, de celle que l'on ramasse du bout d'un doigt sur les lèvres du conférencier nous vantant les mérites de la littérature notariale, dominante dans tous les secteurs de la vie, politique, intellectuelle, là où le dessèchement des concepts a évincé la palpitation des mots. Il regagne la cage, passe la tête entre les barreaux, ressort, revient comme affolé, sa voix est haletante. Ah, monsieur le juge, quelle merveilleuse et tragique aventure que de chercher en vain un sens à la vie, que de ne pas le trouver. Surtout ne jamais le trouver, refuser de le trouver, faute de quoi tout est fichu. Qu'est-ce qu'on ne fait pas comme découverte quand on ne le trouve point? Et parmi elles, croyez-moi, quelques mémorables. Et si mes découvertes n'étaient pas mémorables, comment pourrais-je m'expliquer qu'elles excitent à ce point le mal qui me dévore, qu'elles l'aggravent? Tenez-vous bien, j'ai même découvert que l'apport du cerveau scientifique aux valeurs de civilisation et au génie de l'humanité était devenu éminemment suspect, source de mensonges, d'hypocrisie et de crimes. Il faut savoir raison garder et déraison reconquérir. Telle est ma devise, monsieur le juge. Oh, je vois bien qu'elle ne vous convient guère. Ne faites pas cette tête-là, puisque je suis condamné. De quoi vous plaignez-vous? N'allez tout de même pas m'obliger à vous remonter le moral. J'en ai pas le temps, je suis pressé. Si ça continue, j'aurais bien du mal à marcher, à toucher le fond de la démoralisation. On ne sait jamais. L'esprit peut s'arrêter comme ça, en pleine course. Il va derrière la cage et avance une chaise roulante, sur laquelle il s'installe, il la fait pivoter dans tous les sens, puis il s'immobilise le temps de boire. J'ai même repêché dans mes abysses peuplés de poissons autodidactes, aussi chatoyants que les pulsions du XIIe siècle, une urne pourrie d'où s'échappait une pensée neuve, originale, capable d'inverser en surprise tropicale la glaciation actuelle de l'esprit. Je remercie Sa Majesté de Corail de m'avoir restitué les signes d'une critique désaxante et fertile des fondements de notre savoir. Un jour, parlons-en, j'ai même nettoyé les siècles des Lumières de ces impuretés. Le pauvre, on l'avait obligé à se prostituer, hein. Certains l'avaient aperçu sur les trottoirs du totalitarisme, exposé à l'appétit de bourreaux, titulaires de diplômes attestant leur connaissance, appliquer des remèdes destinés à guérir l'homme de tous ses malheurs.
Mais n'ai-je pas inventé aussi une méthode d'utilisation des ténèbres propre à réconcilier le moi avec le magma? Le moi-moi? Ah, c'était la belle époque. Mon laboratoire ivre retentissait de cris, de rires, d'exclamations d'auberge. La main au cul de la culture, je voyais briller dans ses yeux son bonheur d'être pulpeuse et reconnue comme telle. Il s'avance sur sa chaise jusqu'à la cage. Il tente en vain de se redresser. Il s'adresse au juge. « Quoi? Vous n'allez pas me river à vos scélératesses ?» Il se débat, avance, sa chaise la recule. « Puissent mes travaux sur le sens de la vie se terminer dans la fête. Je veux que les parties endommagées de l'esprit dansent jusqu'au bout. Vous m'entendez jusqu'au bout ?» La voix d'Olga. « Pauvre Féodor, tes travaux se terminent effectivement. Tu refuses de m'écrire. Tu es puni de ton silence pour toujours. Même la cage t'est inaccessible. Pour toi, c'était encore un royaume, un lieu que tu savais orner, festonner de tes dégoûts, dont tu tirais de somptueuses colères, des façons vaguement souveraines de désespérer. Tu pouvais y inventer des lumières oppressantes, des fastes cellulaires. Désormais, il t'est interdit. Ah, si tu avais répondu à mes lettres, j'aurais soulagé tes souffrances dans le même temps où je me serais guéri des miennes. N'étais-je pas ton seul baume possible? Tu serais peut-être heureux aujourd'hui, rien qu'en exerçant la mobilité de ton esprit sur l'immobilité de mon corps. Et dire que tu as renoncé à cet accouplement-là, mon pauvre ami. Ma paralysie te rattrape. Il montre des signes d'énervement. Elle ment, je n'avais plus rien à nous dire. Nous nous étions vidés l'un dans l'autre de nos obscurités. J'aurais brouté sa flore intestinale s'il l'avait fallu. La flore intestinale. Quelle magique association de mots, n'est-ce pas? Qui n'a rêvé, au paroxysme de l'amour, d'être l'horticulteur d'une telle flore? On dirait un jardin des délices. Je m'y promenais en des temps reculés, nommant chaque espèce, et je cueillais doucement du bout des lèvres la rose incomparable. Mais trêve de scatologie. Madame, vous prétendez que j'aurais pu être heureux. Vous n'avez donc rien compris à la prison des mots, où tout est permis, l'art, la haine, l'amour, la mélancolie, la fulmination, tout, sauf le bonheur éthéré des bouffies. Le bonheur est derrière le mur des mots, qui ne sera point franchi, dit le prophète des mots, du haut de son mirador de mots. Monsieur le juge, allez-vous me laisser dans cet état? Je vous ai pourtant bien dit que j'étais arrivé au terme de mes travaux sur la nature humaine et inhumaine. Ce n'est pas tout à fait vrai, j'ai encore quelque chose à ajouter. Ma dernière recherche remonte à hier. Après de multiples opérations, d'une extrême précision et approximation sur le sens de la vie, je suis sur le point de découvrir que la voix féminine, de nouveau. Il y a 10 ans déjà, il me confiait avoir trouvé l'une des clés du suicide euphorique. Il y voyait l'acte par lequel se clôt et s'authentifie l'accomplissement de toute une vie, et non celui qui en sanctionne l'échec. Il se montrait très exalté en me parlant de ce qui n'était alors qu'un pari insensé. Il suffit de l'observer pour comprendre qu'il est loin de l'avoir gagné. Lui. Elle n'y entend rien, monsieur le juge. Je suis presque sûr maintenant qu'il existe une volonté de mourir plus belle que celle qui est de persister à vivre. D'une voix haletante. C'est une des premières et surprenantes conclusions auxquelles je suis parvenu après avoir expérimenté sur mon état psychique ma mémoire de ce qui fut mon passé et ma conscience de ce qui est mon présent. En articulant l'une sur l'autre, j'ai pu voir surgir dans mes éprouvettes les prémices d'un désordre si parfait qu'il me semblait qu'un jour je ne pourrais rien lui ajouter. Il ne me reste que quelques efforts à faire pour réunir en un credo indestructible toutes les conditions capables de rendre réjouissante la mort aux yeux de celui qui sut en faire une obsession féconde. Il perd ses papiers qu'il tente en vain de récupérer. « Voleur! Voleur! Vous me volez mon texte! Vous savez bien que sans mon texte, je n'existe plus! Rendez-moi mon texte !» Il se fait suppliant. C'est un texte important pour en finir avec les écritures superflues. Fini la solennité, le classicisme. Je vous salue, bordel verbal. Rétif syntaxe et autres jets de vapeur jaillissant de la grammaire même. La transsudation est de trop au pays des figures de rhétorique. Laissez-vous glisser en cortège enjoué vers le silence. Mon sépulcre à l'occidental s'est ouvert à toute espèce de musique décadente. Le bal a commencé dans les profondeurs d'une Venise dont vous n'avez nulle idée. Ô Afrique des tam-tams, continent subsonique, mélopée, corse et nicaraguayenne, que m'a-t-il manqué pour ne rien ignorer de vos séjours dans mes trépidations? Il fait de nouveau effort pour se lever, tendu vers la cage. Est-il possible de casser poétiquement la gueule à quelqu'un? Vous, par exemple?
Je devrais vivre quelques années encore pour arriver à trouver la formule du cassage de gueule idéal, digne de figurer dans l'anthologie des sonnets de notre temps. Vous êtes jaloux, je le sens bien, de mon statut de docteur S-sciences inexact et pourtant essentiel. Rendez-moi mon texte. C'est un beau texte inattendu et illimité. J'y ai mis toute ma peine, un feu d'artifice funèbre et bachique. On devrait lire ça avec un œil sorti de son orbite, qui regarderait monter vers le ciel les dernières étoiles imaginables. Il y a dans ces papiers des mots carnavalesques, des costumes bigarrés tirés de la garde-robe mitée des Trois Mousquetaires, des vocables comme des masques de velours derrière lesquels se dissimulent des visages adorés, abandonnés, repris aux yeux d'infantes. Oh, bien sûr, ce n'était qu'une façon testamentaire de retourner aux livres engloutis, de poser sur la pile des livres morts. Oh, indicible charnier, un éclair de lucidité. Vous êtes jaloux de ma lucidité, monsieur le juge ? N'ai-je pas lu il y a bien longtemps déjà dans votre épine dorsale toutes les caractéristiques du monde invertébré ? Mais je ne vous en veux plus, monsieur le juge. L'ambiance est au pardon, à la rémission des péchés. Où trouverai-je encore la force d'être méchant ? Vous savez, la fatigue, la grande fatigue, finit par vous rendre bon, indulgent. De la mollesse des indulgences plénières. Si seulement je pouvais retrouver un peu de la sainte véhémence à laquelle jadis j'attachais mon nom. J'étais beau dans la colère, voire la cruauté. Je remercie les mots et toute la biologie viscérale de la langue française de m'avoir élevé dans le respect des valeurs liées au rugissement des fauves. Et je remercie encore notre vénéré langage de faire de moi aujourd'hui, du fond de ses courbatures, un poète quisteux de la mansuétude. Laissez-moi vous mijoter des nausées clapotantes. Parfois, je me sens telle une flaque commune tirée de son croupissement par une brise vaseuse. J'émets des clapotis de marécage et ce sont des crapauds qui coassent sous ma plume. Plus jamais ne lécherai les berges du lac des Cygnes. Je n'ai même pas réussi à enliser le juge. Il aurait été bien au chaud dans mes gargouillis de buveurs d'Amazon ou de Niagara. Mesdames et messieurs, je vous présente mon humanisme nouveau, cette espèce de sérénité bâclée grâce à quoi je peux désormais donner de la chaleur à ceux de mes ennemis qui grelottent, frappés de plein fouet par l'hiver de la pensée. Monsieur le juge s'en est allé. À pas feutré, il est loin déjà, il trottine dans les rues d'Acapulco ou de Saint-Germain-des-Prés. Il ne me verra même pas mourir. C'est bien dommage pour lui. Ce n'est pas tous les jours que l'on assiste à la dissolution d'un possédé des mots. Monsieur préfère se dorer sur la plage ou mettre la main à la braguette, des albums infantiles dans des librairies où, quand j'avais 20 ans, je bandais pour une phrase très belle, offerte à mon regard de meurtrier naissant, avide de feuilleter le livre de l'amour naissant. Le juge a égaré mon texte, il n'a même pas lu. Et je ne me souviens pas de ce que j'écrivis, ce soir-là, avant la représentation. Je crois bien que je disais qu'il ne fallait pas se tromper sur le mot « juge ». Juge est un mot que j'ai inventé pour me culpabiliser. Il y a en moins, à l'instant où je m'adresse à vous, un tribunal verbal, subtilement inquisitorial. Je suis jugé par des sonorités sévères, de peu de complaisance, drapées dans leur pouvoir de vie ou de mort. Je ne puis faire ni un pas ni un geste, saliver à l'approche d'une vénusienne gourmandise sans devoir en répondre devant les mots. J'eus la religion de ces mots. Et maintenant, il n'existe plus que pour me perdre ou me sauver, me condamner ou m'acquitter. Rien n'échappe à leur regard, si l'on peut appeler regard le sens que je leur ai donné, les contorsions qu'ils me doivent ou la bave dont ils m'éclaboussent. Oui, les mots me jugent et les livres me jugent, même ceux que je n'ai pas écrits, et cela peut être surtout contre qui j'ai commis le crime d'omission. Et j'en demande pardon au chef de tous les mots, car sûrement les mots ont un chef, comme les gouvernements ont un chef et les gangs, le chef des mots. Je ne le vois jamais, mais je l'entends me juger, dénombrer mes mérites ou mes indignités, recueillir des témoignages qui pèseront lourd un jour, le jour du jugement dernier. Et c'est vrai, monsieur le juge, ô toi grand chef de tous les livres écrits, en dépit du bon sens, en parfaite obéissance aux femelles injonctions de Notre-Dame la folie, c'est vrai que j'avais tant de choses à dire que je n'ai pas dites. Le peuple innombrable des inexprimés se redresse dans ma tête. Il réclame réparation. Ainsi ai-je parlé assez de l'amour. Je possédais sur le sujet un verbe opulent d'une rare volupté. J'avais de quoi sacrer pour l'éternité le tremblement ventral des pucelles et des putes,
des demoiselles de supermarché, caissières comme par anachronisme. Tant de madrigaux me sont restés dans la gorge. Ai-je assez parlé de l'été, de ces démons soudains dans les croupes nonchalantes, et du soleil, ce vieux militant de nos brûlures, de nos ivresses, et de tous nos clichés sur les lendemains qui chantent? Soleil, branleur d'océan, jouisseur de désert, féroce pour les uns et pour les autres, ce qui n'en finit pas de briller dans les yeux des anges présumés. Ai-je assez parlé du printemps qui fait que la terre ressemble à un désir unanime et baroque, s'ensemençant de tout, fourmillant d'utérus? Ai-je assez parlé des arbres? Pourquoi, Seigneur des mots, ai-je renoncé à la bonté des mots? Il en était qui ne demandaient qu'à être dégustés, qu'à me plonger dans la béatitude des adeptes de la succulence à tout prix. Les mots importants et les modestes mots sont maintenant des personnages redoutables. Les mots importants m'ont rendu malade de leur importance et les mots modestes malades de leur effacement. Me voici seul, de nouveau, avec le vocabulaire funeste. Je n'ai plus de texte, je n'ai plus de jambes. Comment dire et que faire sinon reproduire des situations d'avant la guerre, des nerfs à vif? La vérité, c'est que la vérité me fuit, comme l'existence d'ailleurs. Mais est-ce entrer dans le mensonge que de proclamer haut et fort que cette vie valait d'être vécue? Cette cage n'est que le décor presque précis d'une mise à mort de l'homme par le verbe. Il s'efforce en vain de grimper dans la cage. C'est ici que le renoncement à la poésie s'impose à la poésie. C'est ici que chaque jour davantage les mots resserrent leur étau sur ma tentation de durer. Les grands mots, les grands mots, liberté, art, passion, justice, violence, bien, mal, mort, raison, irrationnel, tous ont terminé leur œuvre en moi. Ils ont joué le rôle que je leur avais assigné, ils l'ont outrepassé. Ils se sont nourris de ma démesure, de ma volonté de les explorer de fond en comble, de leur restituer leur prestige perdu. Et maintenant, ils me dévorent à leur tour. Ils me vident de ma substance. Voyez comme ils sont insolents, musclés, sarcastiques, énormes, impitoyables, et comme je suis petit devant eux. Ils sont pleins de mon souffle, de mon sang. Et moi, je n'ai plus de souffle, et mon sang est mauvais. Ils sont devenus méchants, pressés de me nuire. Ils étaient mon obsession, mon inlassable souci, et aujourd'hui, leur obsession, leur souci, c'est de mettre l'enfer en moi. Et le menu peuple, les humbles mots, les oubliés, les laissés pour compte, tous mes oisifs sonorités les ont rejoints. Et ensemble, conjurés, ils se poussent contre mon misérable et dérisoire bastion mental. Écrire encore et toujours, que les idéologies et les philosophies se soient servies des grands mots, et même des moins grands pour faire le malheur des hommes, soit. Mais pourquoi ces mots s'en prennent-ils à moi, qui n'aspiraient qu'à ce qu'ils redeviennent vrais et forts? Et vous voudriez que je vous parle avec clarté et cohérence, et que je suive Auguste Comte dans la voie du positivisme ou Karl Marx dans celle de l'utopie? Non, que l'étau se resserre jusqu'à ce que fêle mon crâne et que s'en échappe sur vos jolies robes, mesdames, des merveilles de bouts de cervelle inutiles. Mais comment expliquer que tant de livres tournent encore dans ma tête? Il n'y a pourtant plus de place dans mon macrocéphale affiche complet, merdiquement encombré de masses lexicales, faisant la queue devant des boutiques à l'enseigne des projets irréalisables. Oh, s'il n'y avait eu que les masses lexicales, mais non. Mon macrocéphale regorge de problèmes terre-à-terre, de sommations d'huissier, de factures impayées, de différends avec mon voisin à propos d'une canalisation crevée, sans compter les questions liées aux revendications territoriales des femmes et des rivalités qui les opposent, une fois passée la frontière qui les sépare encore de notre intimité. Et dès lors, comment expliquer que tant de livres à écrire tournent dans ma tête en rotation hargneuse et pressante? Ils tournent à tête en tous sens. Quand donc ce mouvement démentiel s'arrêtera-t-il? Je vous le demande, par pitié. Heureusement que la pièce que j'ai écrite est comique pour qui sait écouter, entre les plaintes et les vociférations, la bouffonnerie du temps qui passe. Que l'étau se resserre, puisque, avant l'étau, il y avait le bond du danseur désopilant au-dessus des moutonnements lugubres. Heureusement que mon macrocéphale va sauter, et avec lui la douce saturation de vivre, les foules lexicales, les livres giratoires, les drames au quotidien, les amours torturés. Féodor pousse sa chaise sur le devant de la scène, renverse la tête en arrière et prononce à voix basse.
à la manière de litanie, des propos inintelligibles, soudain une détonation dans la cage vide qui s'illumine. Féodor se tait, s'immobilise, les bras ballants, de chaque côté de la chaise. On entend sa voix caverneuse d'outre-tombe. Chère Olga, pardonne-moi d'avoir cessé de t'écrire. J'étais absent depuis bien longtemps déjà. Je m'en étais allé dans un pays qui avait échappé jusqu'ici à ma passion des voyages. On y parle une langue que je ne connaissais pas, qui ne figure guère dans les catégories linguistiques recensées depuis que l'homme émet des sons. Cette langue présente l'insigne originalité de ne point servir à la communication. Les gens qui la pratiquent ne se comprennent pas entre eux, bien qu'ils en fassent un emploi discrétionnaire. Ils ne cèdent même pas des gestes, sinon pour se tortiller d'aise. Car le miracle, vois-tu, c'est qu'ils paraissent enchantés de cette situation. Chaque fois qu'ils s'interpellent, ils rient de ne pas entendre et ne pas être entendus. Leur culture, leur rayonnement, leur liesse, c'est de donner des réponses inintelligibles à des questions qui ne le sont pas moins. Il ne m'a fallu que quelques secondes pour apprendre cette langue, et les autochtones se sont montrés ravis de pouvoir m'accueillir de cette façon dans leur communauté. Il est vrai que je me serais fait conduire si je m'étais avisé de transmettre une parcelle de notre tradition orale ou écrite à ce peuple qui ignore le mensonge, la turpitude. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi je suis rentré si tôt dans le sein de ma langue maternelle. Je devais sans doute me mettre en règle avec mes néologismes. Mais sache que j'ai déjà la nostalgie de mon séjour parmi les absurdophones. En ouvrant la porte, j'ai trouvé tes innombrables lettres de reproches et de douleur. Il m'a fallu les traduire, au prix de bien des efforts, en mots de bien de chez nous. Tout ce que je puis te dire, c'est que ça va. C'est l'essentiel du seul message que je puisse encore t'adresser. Évidemment, rien ne m'interdit de me livrer à quelques variations sur ce thème. Par exemple, je vais bien. Je ne vais pas mal du tout. Ça ne pourrait pas aller mieux. Le pire est derrière moi. Ou aussi, plus vulgairement, ça marche, ou ça roule, ça baigne. Comme tu vois, il serait fastidieux que je recommence à l'écrire. Je n'ai que des choses immédiatement saisissables à formuler. À long terme, elles sont douteuses. Demain, je retournerai au pays où la langue inutile, radicalement insensée, remplie de joie, de légèreté, de pureté, ceux qui en usent. Je t'ai beaucoup aimé, c'est tout ce dont je me souviens. Et je t'embrasse, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Ce jour devrait arriver où mes ténèbres seraient plus clémentes que les astres. Je suis heureux, pour la première fois de ma mort. Les cantatrices aux voix aiguës se font entendre. Rideau.